Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du podcast de Nature Aventure Survie. Plutôt que de rester assis devant la caméra, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de partir en balade dans la forêt pour que vous puissiez profiter vous aussi du chant des petits oiseaux, des feuilles qui craquent sous les pieds et des bruits des chasseurs qui sont pas très loin. Je vais essayer au gré des balades de vous présenter différentes ressources qui peuvent être utiles en bushcraft ou en navigation naturelle. Et pour commencer, je souhaiterais parler de la clématite. La clématite qui est très abondante en France, sous son espèce en particulier Clematis vitalba, la clématite des haies. Cette clématite, c'est une liane. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, une liane a toujours besoin de s'enraciner. Elle a besoin de s'enraciner pour pouvoir tirer parti du sol, des substances qu'elle va y trouver, et surtout pour pouvoir en tirer de l'eau. Ça va être très important pour son développement, et ensuite elle va pouvoir grimper et essayer de rejoindre la canopée pour bénéficier d'un meilleur ensoleillement. Alors certaines lianes sont épiphytes, telles qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire que ces lianes vont commencer leur cycle de développement sur un arbre et vont ensuite se laisser tomber, descendre, s'enraciner, mais in fine, toutes les lianes doivent être enracinées. Donc la clématite, elle commence à naître dans le sol et elle va petit à petit grimper dans la canopée. Pour grimper, contrairement aux lierres, elle ne possède pas de crampons. En réalité, le seul organe qui va lui permettre de grimper, ce sont ses feuilles, avec des pétioles qui sont très développées et qui vont donc pouvoir s'accrocher aux branches. Cette clématite, on va la reconnaître parce qu'elle forme des drapés dans la forêt, notamment en bordure de forêt, au niveau de la lisière. On va voir des espèces de rideaux qui vont tomber, des rideaux de tiges. Alors si on se rapproche un peu, cette tige a un aspect assez particulier puisqu'elle est cannelée. On va voir des stries qui vont être assez longues le long de la tige. Par moment, la tige est un peu boursouflée. Il s'agit des nœuds. Mais les entre-nœuds sont toujours cannelés. On voit des espèces de protubérances longitudinales. La couleur de l'écorce va varier, mais en général, c'est brun jaunâtre. Ensuite, elle peut être bien sûr colonisée par des algues, des lichens parfois, ce qui va lui donner une couleur un petit peu verte. Ce qu'on peut noter sur certains rameaux, c'est que l'écorce se détache très facilement et du coup va former des morceaux un petit peu longs, donc des espèces de fils un peu grossiers, des espèces de câbles qui vont être utiles pour le bushcrafter. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce qui est un caractère discriminatoire pour cette clématite des haies que l'on a chez nous, c'est la couleur de ses fleurs. Ces fleurs sont en général jaunes, verdâtres, bref, pas vraiment engageantes. Nous sommes au mois de février, elle n'a donc plus de fleurs. Par contre, elle présente des fruits qui sont aussi extrêmement intéressants pour le bushcrafter. Je vais aller vous en montrer tout de suite. Donc la principale difficulté en hiver, à la limite pour le débutant, ce serait de ne pas pouvoir l'identifier grâce à ses feuilles et grâce à ses fleurs. En ce qui concerne les feuilles, il faut le préciser, ce sont des feuilles composées. Leur limbe est découpée en plusieurs folioles, généralement en nombre impair. On dit qu'ils sont imparipennées. C'est un jargon de botaniste, il suffit de compter les folioles. Cela dit, pour identifier ce qui compose la feuille, puisque parfois identifier un limbe composé ou un limbe simple n'est pas forcément évident, il suffit de chercher à la base du pétiole si l'on peut voir un bourgeon. C'est le bourgeon qui va délimiter la feuille. Nous voici face à de nombreux fruits. En réalité, ce sont même des infrutescences, puisqu'ils regroupent plusieurs fruits. Le fruit de la clématite est un akène, c'est-à-dire une graine simple qui va posséder ici une petite plume. On parle bien d'akène plumeux. Alors je pense que vous voyez tout de suite l'intérêt que ça peut avoir en bushcraft. Cela signifie que cet akène est sec, fibreux, aéré. Il va donc pouvoir nous servir à allumer du feu. Avant d'en venir là, je souhaiterais juste vous donner quelques usages traditionnels de la clématite. Puisque ces branches sont assez flexibles, puisqu'il s'agit d'une liane, elle développe peu de lignine, donc un bois qui est relativement souple. Cette liane a pu être utilisée en vannerie.
Alors j'avais commencé à réaliser un petit panier à champignons en clématite, puisque j'avais trouvé une coupe de forestier qui avait laissé des segments un peu partout. Bon, j'ai eu la flemme de le terminer, de toute façon c'était pas très joli. Je ne suis pas un expert de la vannerie. Je pense que si vous allez sur le blog de Florian, qui s'appelle nemophiliste.fr, vous pourrez trouver des tutos pour réaliser des paniers ou ce genre de choses. Toujours est-il que la clématite a l'avantage de pouvoir être utilisée directement en vannerie sans subir de traitement préalable. Donc nos infrutescences, elles sont intéressantes puisqu'elles sont sèches, normalement fibreuses et aérées. Ici, on voit que les infrutescences sont relativement tassées. Ça veut dire qu'elles ont pris un petit peu l'humidité. Normalement, c'est très très plumeux, très très aéré. Il suffit d'en ramasser quelques poignées. Et si vous grattez une allumette dessus, après les avoir un petit peu aérées, vous obtiendrez une combustion assez vive, mais assez fugitive également. Ça signifie que la flamme va très vite s'éteindre. Moi, je les utilise plutôt au cœur du nid, lorsque je fais du feu grâce à un silex, donc silex marcassite, silex spirit, silex acier, ou parfois au fire steel. Ça peut s'enflammer de suite. Mais au cœur du nid, ça a un intérêt pour propager la braise. C'est-à-dire que votre braise va aller consumer petit à petit les plumes qui constituent les graines. Donc en termes de propagateur de braise, c'est très intéressant, mais on peut également y voir un autre intérêt pour allumer le feu, puisque je vous ai montré tout à l'heure que cette écorce de clématite, sur des segments qui sont un petit peu pourris, peut très facilement se détacher. Puisque ça peut très facilement se détacher, on va pouvoir les modeler, ils représentent de gros câbles, en un nid fibreux. Et donc je place parfois au milieu les akènes qui sont secs, si possible. Cette écorce, on peut aller la voir de plus près pour ceux qui regardent le podcast vidéo. Mais cette écorce, donc, quand elle va se détacher, elle va avoir deux formes, en quelque sorte. Et c'est ça qui fait son intérêt. Sur une première section, on peut détacher, alors généralement sur les tronçons qui sont un peu épais, on peut détacher de gros câbles, en quelque sorte. Donc ça va être un matériau assez grossier qu'il va falloir utiliser plutôt en périphérie du nid lorsque vous obtiendrez déjà des flammes. Ils vont pouvoir se consumer. Sur les tronçons un peu plus fins, si ça se décolle bien, ce qui n'est pas toujours évident, je dois l'avouer, on va pouvoir trouver une sorte de petite peau. Il suffit de faire jouer la clématite un petit peu. Voilà. On va pouvoir extraire en fait une sorte de petite peau plutôt que de former des câbles. La clématite, là, l'écorce de clématite va rester unie, et en la froissant un petit peu, en la dilacérant, on va pouvoir en exprimer les fibres, et ces fibres seront finalement assez fines pour venir constituer le cœur du nid. Alors il faut bien la frotter entre les doigts normalement, et vous obtenez des petites fibres, donc très très fines, qui sont intéressantes pour le cœur du nid, puisque au cœur de votre nid, vous n'aurez que votre braise. Il va falloir que le propagateur de braise augmente la température du cœur, et petit à petit, les matériaux les plus fins vont pouvoir s'embraser. Ensuite, vous pouvez également faire appel à des sections de clématite très fines et qui sont mortes sur pied, donc préserver de l'humidité du sol. Ça va nous permettre de entourer votre nid avec des sortes de petites brindilles qui vont être très inflammables. Donc pour moi, la clématite en hiver, c'est une ressource capitale pour allumer le feu, puisque en repérant bien ces différentes évolutions, vous allez pouvoir carrément constituer un nid intégral de clématite. Le cœur avec les akènes, la couche médiane un petit peu plus fibreuse et fine, et la couche externe avec des matériaux plus grossiers, toujours issus de l'écorce. Alors méfiez-vous, les plus gros morceaux d'écorce, par contre, peuvent accumuler très facilement l'humidité. Autre intérêt de la clématite, toujours pour faire du feu, lorsque vous mettez la main sur une section suffisamment grosse,
Là, je ne pourrais peut-être pas vous en montrer dans le podcast vidéo, mais lorsque vous mettez la main sur une section assez grosse, vous allez pouvoir tout simplement tailler une petite planchette pour le feu par friction. Pour cela, toujours pareil, il faut vérifier que le bois soit bien sec, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le bois de la clématite pour le feu par friction est très intéressant, puisque c'est une liane, au même titre que le lierre. Son bois est peu dense, il est donc facile à creuser avec le forêt, et ce n'est qu'un ressenti personnel, je ne dis pas que c'est la vérité, mais j'ai le sentiment que la clématite est plus facile à utiliser pour le feu par friction manuel. Encore une fois, ce n'est que mon sentiment, ce n'est que le ressenti que j'ai eu en pratiquant, donc dites-moi si vous êtes d'accord, peut-être que certains d'entre vous ont testé. Je n'ai pas fait une étude statistique. Je vous l'ai dit en introduction, cette liane pousse à partir du sol, s'élève vers la canopée, et son but finalement, c'est d'avoir le plus de lumière possible pour pouvoir assurer sa reproduction. Cela signifie que les drapés que vous allez pouvoir voir en lisière de forêt, s'ils sont installés là et s'ils développent beaucoup d'infrutescence, ça veut dire qu'ils ont accès à beaucoup de lumière. Alors très généralement, le côté le plus exposé d'une lisière forestière, c'est le côté qui est exposé au sud. La clématite peut donc être un indice de navigation naturelle. Effectivement, on voit la clématite se jeter du haut des arbres, le long des lisières forestières, le long des murs, le long des supports, et développer davantage d'infrutescence du côté le plus exposé au soleil. Si je retourne sur les lieux où j'ai présenté en vidéo les infrutescences tout à l'heure, il s'agit d'un vieux pont, et on constate, même en le voyant de loin, qu'un côté du pont n'est pas recouvert de clématite, alors que l'autre commence à développer une sacrée touffe de clématite qui est vraiment très très riche en fruits. La raison à cela, c'est que probablement l'un des côtés du pont est plus exposé au soleil que l'autre. Un dernier intérêt de cette clématite, c'est qu'elle se plaît essentiellement en terrain calcaire. Donc si vous habitez en Île-de-France, en Normandie, dans certains endroits du Jura, des Alpes, etc., le sous-sol peut être calcaire et vous aurez beaucoup de clématite. C'est une plante pionnière, elle va se développer facilement, donc elle va coloniser finalement les friches et les nouvelles parcelles. En revanche, si vous êtes plutôt en Bretagne, sur un sol granitique, sur un sol acide, la présence de clématite indique une anomalie dans le pH du sol et cela peut traduire une ancienne construction. Donc il arrive qu'on retrouve beaucoup de clématite au niveau de ruines. Donc ça aussi, c'est un indice qui est recherché par les archéologues pour identifier certaines constructions anciennes. Alors attention, les constructions anciennes qui rendent le sol un peu calcaire, ça signifie qu'il y a eu quand même du mortier, du ciment, donc une action vraiment humaine de construction. On ne va pas retrouver des ruines de construction en bois ou alors simplement de construction en pierre. Donc les tertres ne sont pas découverts comme ça par exemple. L'usage médicinal de la clématite, en fait, il est assez réduit puisqu'on considère que cette plante est toxique. On la considère comme toxique tout simplement parce que en fait, on ne pourrait pas l'ingérer. Elle contient des substances qui sont irritantes et qui provoquent des rougeurs, des brûlures, des ulcérations de la peau. Donc rien que le fait de l'ingérer, en fait, vous brûlerez complètement la bouche et vous empêcherez de l'avaler. Donc en cela, on considère qu'elle est toxique, même s'il n'y a jamais eu, je pense, de cas d'intoxication. Mais justement, de par ses effets urticants, elle a pu être utilisée au Moyen-Âge par les mendiants pour susciter la pitié. En fait, ces personnes récoltaient les feuilles de la clématite et se les frottaient sur les parties du bras, du visage, etc. pour provoquer des ulcérations et pour être marquées et donc venir réclamer quelques sous, ou du moins une pitance. La clématite a pu être prescrite en tant qu'analgésique local. Alors c'est lié également à son effet
à son effet urticant, à son effet brûlant sur la peau. Apparemment, elle a été recommandée pour soigner les rhumatismes. Donc ça ne devait pas être très agréable, mais toujours est-il que ça provoque apparemment une certaine anesthésie locale des douleurs. Dernière utilisation que j'ai pu trouver dans la littérature, certains auteurs recommandent de se faire des shampoings de clématite pour fortifier les cheveux. Alors je ne sais pas si ça brûle le cuir chevelu, je n'ai pas essayé. Dans la deuxième partie du podcast, je réponds à vos questions. Et je souhaiterais commencer avec une question de Paul-Yves, qui est vraiment d'actualité, puisque là, vous me voyez juste marcher dans la forêt. Donc cette question, c'est tout simplement Paul-Yves qui me demande « Pourquoi est-ce que je ne montre jamais mon visage ?» Eh bien, il y a deux raisons à cela. De un, je ne souhaite pas tomber dans ce qui pour moi est une perversion de YouTube et d'Internet. Je ne souhaite pas me filmer en selfie, simplement pour montrer ma gueule par narcissisme mal placé ou ce genre de choses. Donc pour moi déjà, je ne souhaite pas me filmer, tout simplement parce que je ne souhaite pas participer à ce qui pour moi est une dérive d'Internet, une dérive en particulier sur YouTube ou sur Instagram, donc cette mode des selfies que je n'aime pas trop. Deuxième raison, c'est que je souhaite vous présenter des ressources naturelles, des gestes, des techniques, des champignons, des plantes, ce genre de choses. Donc le sujet de la vidéo, ce n'est pas ma personne, mais la ressource que je présente, le geste que je présente. Je préfère que vous adhériez à mes vidéos et que vous appréciez mon contenu uniquement parce que vous le trouvez de qualité, uniquement parce que vous pensez qu'il peut vous apporter des informations, et pas simplement parce que j'ai une belle gueule et que j'ai l'air sympa. Alors qu'en réalité, j'ai une sale gueule et je suis un gros con. Donc voilà Paul-Yves, excuse-moi. J'espère que tu auras obtenu la réponse que tu souhaitais. J'ai Gilbert également qui me pose une question. Il me demande si j'ai déjà utilisé le polypore du bouleau pour former une braise, donc en tant que capteur de braise, et si selon moi c'est aussi efficace que le fameux amadouvier, le célèbre amadou. Alors, oui Gilbert, j'ai déjà utilisé le polypore du bouleau pour créer une braise, mais je mettrai deux gros bémols à cela. Premier bémol, l'exemplaire de polypore du bouleau que j'avais utilisé par curiosité, je l'avais simplement trouvé dans un laboratoire de SVT, dans un placard. Donc en fait, il était resté là, à sécher, pendant des mois, voire des années. Je ne sais vraiment pas quand est-ce qu'il est arrivé dans le laboratoire. Donc je l'ai découpé, j'ai utilisé une petite couche de la substance intérieure, j'ai gratté, j'ai ébouriffé, et j'ai essayé de produire une braise, et là c'est le deuxième bémol, j'ai utilisé un fire steel. Les fire steel produisent des étincelles de haute température, on rapporte que ça peut monter jusqu'à 3200 degrés, donc quelque part il n'y a aucun mérite à réussir à embraser ce genre de substance, puisque l'étincelle est très très chaude. Donc je suppose que avec un briquet traditionnel type silex, pyrite, silex, même acier, qui ont des étincelles un peu plus froides, je suppose que ce serait beaucoup plus difficile. Donc oui, je l'ai utilisé, mais personnellement je ne suis pas convaincu de son importance en termes de survie sur le terrain, si je puis dire. Donc à la limite, si vous ramassez des polypores du boulot et que vous les faites sécher, ça peut être envisageable. Mais in situ, en utilisation directe, ça me semble quand même très très compliqué de trouver quelque chose dans le bon état de conservation, dans le bon état de dessiccation, puisque en réalité, les polypores du boulot, on les trouve surtout à la mauvaise saison. Donc est-ce que je considère que c'est aussi efficace que l'amadou ? Vous l'aurez compris, pas du tout. Puisque l'amadouvier, vous pouvez le récolter et l'utiliser immédiatement, que ce soit au briquet silex acier ou alors même au fire steel. Vous pouvez toujours créer des braises pour peu que l'amadouvier soit dans un bon état de conservation. Donc voilà Gilbert, je te remercie pour ta question. Alors j'arrête pas de marcher, je tourne en rond, je vais peut-être m'asseoir si j'arrive à trouver un endroit où me poser.
Dans la troisième partie du podcast, vous le savez, je vous fais des recommandations de lecture. Et là, je vais vous recommander quelque chose. C'est un peu un tacle à mes collègues de français. Excusez-moi s'il y a des profs parmi mes auditeurs. Mais j'ai eu un grand débat avec des collègues qui me disaient que Jules Verne, c'était trop compliqué. Alors excusez-moi, mais Jules Verne, je l'ai lu, je le lis toujours depuis que j'ai 10 ans. Et Jules Verne, pour moi, bah oui, c'est compliqué parce qu'il y a du vocabulaire un peu ancien, parce qu'il y a des tournures de phrases un peu alambiquées. Mais finalement, quand on est confronté à la difficulté, on ne peut que chercher à trouver des réponses. Et c'est ça qui nous permet d'avancer et de nous élever. Donc pour moi, Jules Verne, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a quelque part initié un petit peu au roman d'aventure, etc. Donc je considère que pour un apprenti bushcrafter, ça fait partie de la littérature qui peut être intéressante. Le bouquin de Jules Verne que je souhaite vous recommander, c'est L'île mystérieuse. Alors déjà, vous voyez venir l'histoire de survie rien qu'au titre. Alors effectivement, c'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui ont fui la guerre aux États-Unis à bord d'un ballon. Ce ballon a été emporté par une tempête et il s'écrase donc à proximité d'une île sur laquelle ils se retrouvent dénués de tout matériel, hormis ce qu'ils ont dans les poches et sur eux. Donc en fait, l'île mystérieuse, c'est un peu le contre-pied du roman Robinson Crusoe, puisque dans Robinson Crusoe, la personne qui est naufragée réutilise les outils venus de la civilisation qu'il peut récupérer sur le bateau. Ici, dans l'île mystérieuse, les survivants doivent tout fabriquer de A à Z. Alors, c'est très bushcraft, du coup, même si ça part complètement en délire vers la fin. Pour vous dire, ils sont capables de fabriquer de la nitroglycérine rien qu'avec des matériaux naturels. Donc, c'est vraiment le bushcraft poussé à son extrême. Alors, est-ce que c'est réaliste? Bon, il y a quelques petits abus, j'imagine, mais c'est très plaisant à lire. De plus, c'est dans ce livre-là que je me suis rendu compte que Jules Verne maîtrisait parfaitement l'art du crossover. Vous avez peut-être déjà regardé des séries télé dans lesquelles apparaissent des personnages venus d'une autre série qui évolue un petit peu dans le même monde. Et donc ça crée une certaine surprise, ça crée une certaine dynamique. Et en réalité, dans l'île mystérieuse, il y a pas moins de 2 voire 3 crossovers, si je me souviens bien. Donc des personnages qui sont issus d'autres romans de Jules Verne. Je viens de trouver une souche, je vais pouvoir m'asseoir. Le moment de gratitude de ce podcast, je souhaite le dédier aujourd'hui à une personne qui était en fait un parent d'élève et qui m'a recruté pour Survival. Alors l'histoire est assez rigolote, c'est que vous le savez, je suis enseignant et j'avais commencé à enseigner les techniques de survie à mes élèves dans ce qu'on appelait le club Nature Aventure Survie. Donc comme il pourrait y avoir des clubs théâtre, club choral, club ce que vous voulez. Donc j'ai fait en quelque sorte le club survie. Quelques années après, un parent d'élève donc a souhaité m'adresser une lettre et à la fin d'un cours, j'ai vu son fils Maxime, salut Maxime si tu m'écoutes, qui vient avec un magazine et une lettre. Ce magazine, c'était le numéro 1 de Survival et une lettre me disant que donc cette personne travaillait pour le groupe de presse du magazine et qu'il pensait que j'étais apte à écrire des articles, son fils m'ayant reconnu sur mes vidéos sur internet. Donc bravo Maxime, parce que je montre jamais mon visage normalement. Tu as réussi à me reconnaître, probablement grâce à ma montre. Donc la personne à remercier, c'est Christophe Guillemet. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir fait rentrer dans cette aventure. Ça m'a permis d'écrire sur ce qui me plaît, d'écrire sur ma passion, d'écrire des articles, d'écrire des livres, d'écrire pour d'autres sujets également. Je n'en parlerai pas sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au bushcraft, mais j'ai d'autres projets littéraires en cours, pas forcément des sujets liés à la nature, des sujets liés à l'imaginaire, des sujets liés à l'histoire. Mais toujours est-il que, Christophe, quelque part, tu m'as ouvert les portes de l'édition et je t'en suis éternellement reconnaissant car c'est réellement un plaisir. C'est une ambition que j'avais depuis que j'étais tout petit, de créer des histoires, de créer des mots, des textes qui pourraient intéresser les gens.
Donc merci Christophe. Je signale juste que Christophe Guillemet est également auteur. Il écrit en particulier des textes concernant l'histoire militaire et son dernier livre, qui est consacré aux fantassins de la Grande Guerre, présente les équipements, présente l'histoire de ces hommes qui se sont battus lors de la Première Guerre mondiale. Donc pas forcément que les poilus, des fantassins qui viennent de toutes les armées impliquées. Et franchement, moi qui ne suis pas spécialement fan d'histoire militaire, j'ai été quand même subjugué par la qualité du livre, dans la mesure où on a l'impression de tenir une vraie encyclopédie Larousse. C'est très bien illustré, vraiment c'est un plaisir à parcourir. Donc merci Christophe, je mets le lien de ton livre sous la description de la vidéo et j'espère que mes auditeurs seront intéressés par ton travail également. Je te dis à très bientôt Christophe. C'est la fin de ce deuxième épisode du podcast qui correspondait donc au mois de février 2019. Dites-moi ce que vous en avez pensé, alors par mail plutôt. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir que je quitte Facebook et je quitte Twitter. Tout simplement parce que je trouve que ces réseaux dits sociaux me rendent asocial. J'ai l'impression que c'est très aliénant, ça me fait perdre beaucoup de temps, je n'apprécie pas le contenu que j'y vois. Donc je souhaite m'extraire de ces réseaux-là pour des raisons éthiques également, puisque on a entendu beaucoup de scandales là-dessus. Ça faisait un moment de toute façon que je n'étais pas à l'aise sur ces réseaux-là. Je suis un peu un ours, je n'aime pas trop communiquer avec les gens sur Internet, je n'aime pas trop les forums, etc. J'en suis désolé. Donc ce que je vous propose pour continuer à rester en contact, c'est de vous inscrire à ma newsletter sur mon site albancambe.com si vous souhaitez plutôt suivre mes publications, ou alors sur mon blog natureaventuresurvie.blogspot.fr si vous souhaitez suivre plutôt mon actualité bushcraft, mes articles, mes astuces. Alors je vous rassure, je déteste le spam, moi-même je suis abonné à très très peu de newsletters, donc ce que je vous propose c'est uniquement un contenu parcimonieux. J'essaye de ne pas vous spammer toutes les semaines. Vous serez juste avertis en avant-première lorsqu'il y a un podcast de disponible. Et pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous aurez accès à une page spéciale sur mon site albancambe.com qui ne sera accessible qu'à vous, avec un lien qui change, si je peux, chaque mois, afin que seuls les abonnés y aient accès. Alors je ne vous promets pas monts et merveilles, ce sont des ressources gratuites. Néanmoins, pour ce premier mois, j'ai réussi à vous proposer un petit code promo, vraiment pas grand chose, chez azimutnature.com. Je vous propose du contenu exclusif, c'est-à-dire que vous avez accès à certaines vidéos que je n'ai pas publiées publiquement sur YouTube, notamment les vidéos de réalité augmentée qui sont dans le magazine Survival, puisque je considère que vous n'avez pas à payer pour voir ces vidéos-là. Donc je les mets à disposition aux gens qui sont abonnés à ma newsletter. Ce podcast a été téléversé avec l'application Anchor.app, anchor.app, que vous pouvez trouver apparemment sur Google Store ou sur iTunes. Lorsque vous installez cette application, vous pourrez entrer directement en contact avec moi par le biais de messages vocaux. Donc vous pourrez poser vos questions auxquelles j'essaierai de répondre dans un prochain podcast et donc m'envoyer un message vocal sur l'application. Donc vous pouvez la télécharger, vous y retrouverez tous mes podcasts, même les anciens, puisqu'il y a 2 saisons, pour ceux qui ne le savent pas. La première saison était consacrée à des entretiens avec des spécialistes. Ça remonte à 2015, c'est pas tout jeune, donc ne soyez pas étonnés si la qualité est un petit peu en dessous, c'est normal, je débute. Pour ceux qui veulent me retrouver, n'hésitez pas à aller sur natureaventuresurvie.blogspot.fr, c'est mon blog Bushcraft. Et pour ceux qui veulent connaître mes publications et mes dernières actualités en tant qu'auteur, je vous propose d'aller sur mon site albancambe.com. Bonne journée, bon bushcraft à tous.